Alors, c'est vrai que Dieu peut nous interpeller de différentes façons, et moi, ça n'a pas été par un accident, mais il m'a quand même interpellé il y a de ça environ 5 semaines. Il y a 5 semaines, nous avons été avec Ingrid au congrès national des AFP. AFP, Association familiale protestante, je rappelle brièvement que l'association loi de 1901, la FEJ de notre église, est une AFP. Donc j'y vais, normalement ça a lieu tous les 2 ans, Covid oblige, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas rencontrés. Donc j'y suis allé, c'était à Dijon, et ça s'est très bien passé. C'est dense, c'est fatigant, mais on est content. Le thème qui avait été retenu pour cette année, c'est « Prendre soin de la planète, une affaire de famille ». Alors bien évidemment, quand j'ai reçu les papiers pour l'Assemblée générale, les papiers des différents ateliers qui ont lieu le samedi, etc., j'ai bien vu ce dont ça allait parler. Ça ne m'a pas plus interpellé que ça. Et je suis parti, particulièrement décontracté le vendredi matin. On avait posé notre journée avec Ingrid, on y est arrivé le vendredi soir. Le vendredi soir, la claque. Dieu nous interpelle parfois d'une façon tout à fait saugrenue, et pour ma part, c'est ce qu'il a fait, parce que moi j'y allais pour le congrès, tranquille, et puis Dieu voulait me parler d'un sujet sur lequel je suis passé complètement à côté. Depuis maintenant très longtemps, je ne fais pas attention spécialement à ce sujet-là, et je vais vous le partager. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Honorer Dieu en honorant sa création ». La soirée du vendredi soir, c'est un jeune qui avait fait une scénette. Alors je vais vous donner son nom, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Fifamin Ephraim Goldschmidt, ça ne s'invente pas. Et ce jeune homme démarre sa scène, il va mimer Adam dans le jardin d'Éden. Et là, vous avez une voix qui parle, Dieu bien évidemment, et qui dit « Adam, prends soin du jardin ». Bon, il mime un petit peu l'évolution humaine jusqu'à notre ère industrielle, etc. Et on s'aperçoit bien évidemment que de moins en moins, en fonction de l'évolution de l'homme respecte de moins en moins la création, massacre un petit peu la planète, je vais dire ça comme ça, hein, sans vous choquer. Et en fait, à la fin, de nouveau la voix, Adam, as-tu pris soin du jardin ? Alors j'ai recherché forcément dans la Bible, parce que ça ne m'a pas percuté tant que ça, dans le sens où je me suis dit, c'est quoi ce verset ? Et en fait, le verset qu'il a cité n'est pas tout à fait écrit de la même façon, c'est dans Genèse chapitre 2 verset 15, je vous le lis, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà exactement ce qui est écrit dans la Bible. La journée du samedi va se passer et le vendredi soir, on va terminer, et on terminera le message, on ne va pas le mettre tout de suite, mais c'est bien de l'avoir affiché, on terminera par le diaporama qui nous a été projeté par l'association Le Sel, que vous devez connaître peut-être, parce qu'elle est connue dans notre milieu chrétien, principalement pour les parrainages d'enfants. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle fait, et une très grosse AFP dans le centre de la France qui s'appelle Arocha. Et ils nous ont montré le diaporama que je vais vous donner, parce qu'en plus, ils ont expliqué à tout le monde qu'ils laissaient libre d'utilisation pour que justement on puisse sensibiliser nos frères et sœurs dans nos églises à ce qu'ils nous ont appris. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Et là, par contre, vous allez voir, moi, quand je suis ressorti du diaporama avec mon épouse, j'étais un tantinet mal à l'aise. Je vous le dis franchement, je n'avais absolument pas conscience que mon comportement de consommateur européen d'un pays développé, la France, pouvait nuire à d'autres pays, à d'autres populations, sans que je m'en rende compte. Alors, j'ai vécu comme ça pendant des années, à consommer comme tout le monde, à faire comme tout le monde, mais justement, c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, on consomme mal, et ça fait beaucoup de tort à beaucoup de gens. Et l'interpellation qui a été la mienne, ça a été en effet Dieu de me dire « Étienne, est-ce que tu respectes ma création ?» Mais pas seulement. Notre premier devoir de chrétien, et c'est Jésus qui nous l'enseigne, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ben vous allez voir, pour le coup, alors je vais le dire pour moi, je ne vais pas vous faire de mal, si ça se trouve vous êtes des super consommateurs, moi je ne le suis pas,
Et sincèrement, j'ai pas beaucoup aimé mon prochain dans beaucoup de comportements que j'ai de consommation. Ce matin, je ne cherche à stigmatiser personne contre quoi que ce soit, c'est juste une prise de conscience. Ce que je vais rappeler, ce sont des versets, ce que je vais rappeler, c'est le plan originel de Dieu par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, c'est tout. J'accuse rien ni personne de quoi que ce soit. Vous consommez ce que vous voulez, vous le faites comme vous voulez. Après, c'est à chacun de faire son chemin face à Dieu, comme j'ai fait le mien. Quand je suis rentré du congrès avec ma femme, on a sorti des bouquins, on a été sur Internet, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment, parce que vous allez voir, surtout dans ce diaporama, ça soulève des questions. Quand on vous interpelle sur un sujet, ça soulève des questions, et on n'a pas spécialement tout de suite les bonnes réponses. Et en plus, la nouvelle thématique qui a été choisie par notre conseil pastoral, plus fort ensemble, va directement dans le sens quelque part de ce thème, parce que vous l'avez forcément compris, face aux enjeux écologiques qui sont les nôtres, c'est pas là, en modifiant, c'est pas la modification d'une seule personne vis-à-vis de son attitude de consommation qui va faire la différence, mais c'est bien l'ensemble des consommateurs, s'ils pouvaient changer, qui feront la différence. Si ça peut commencer en Église, tant mieux. Alors, je vais démarrer par un premier exemple, parce que quand je suis rentré, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu manges? Comment c'est fabriqué? Et est-ce que ça nuit à quelqu'un? Alors, j'ai pris le bien de consommation que je mange le plus, parce que j'ai été pendant des années ce qu'on appelle un viandard, ce qu'on appelle communément un viandard. C'est un petit peu léger comme terme, mais c'est comme ça. Je mangeais de la viande tous les jours, 2 fois par jour, pendant des années. Et quand je me suis repris en main, parce qu'à un moment donné, j'étais un peu différent, et quand je me suis repris en main, j'ai changé ma consommation, j'ai changé clairement. Alors j'ai mangé beaucoup plus de poissons, j'ai fait des repas végétariens, j'ai mangé beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Je ne me suis jamais soucié ni des fruits, ni des légumes, ni du poisson que je mange. Parce que, en fait, je vais vous prendre l'exemple de la viande, mais je vous parlerai brièvement de temps en temps des légumes ou du poisson. Quand j'ai recherché un petit peu comment était un peu fabriquée la viande, quand j'ai préparé ce message, cette recherche m'a permis déjà de mieux comprendre le triste constat général qu'on appelle la faim dans le monde. Alors bien sûr, on est tous informés de cette triste réalité. Nous savons qu'il y a un problème de nutrition, ça on le sait, mais je ne savais pas que précisément ce que je pouvais manger, moi, en tant qu'Européen, pouvait nuire, en fait, à d'autres populations. Et c'est dans cette recherche que je me suis souvenu d'un verset que je vais vous donner, c'est Jésus qui parle, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Parce que figurez-vous, quand j'ai fait mes recherches, néanmoins, au jour d'aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes meurent chaque année des séquelles de la faim. Ça n'a pas évolué dans le bon sens, en fait, quelque part. Et près d'1 milliard de gens souffrent de dénutrition. Alors moi, je n'étais pas conscient qu'il y avait une telle proportion encore aujourd'hui, malgré le développement. Nous sommes 7,6 milliards, si je ne me trompe pas, d'humains sur Terre. 1 milliard de gens souffrent de dénutrition. 37% des céréales récoltées dans le monde servent à nourrir le bétail qui ira aux abattoirs. 1/3 des céréales mondiales servent à la production, pas que de viande, je dis bien, du bétail qui ira aux abattoirs. Aux États-Unis, ce chiffre atteint 66%. Les 2/3 des céréales américaines vont pour le bétail. Donc en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il faut raisonner à l'échelle mondiale. La transformation en fait de céréales en viande, ça représente un gaspillage. Parce qu'en fait, on pourrait nourrir beaucoup plus de gens si on le voulait, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est manger de la viande tout le temps. Et il y a des pays comme les Américains qui en mangent plus que d'autres. C'est comme ça, c'est culturel. Mais en fait, si vous voulez,
ce phénomène va augmenter le coût des céréales, parce qu'il va y avoir une forte demande en céréales, et ce qui fait que les pauvres, dans les pays pauvres, sont de moins en mesure d'accéder à quelque aliment que ce soit. Et voyez-vous, juste sur ce point-là, concernant la viande, je n'étais absolument pas conscient de tout ce qu'il y avait dans la filière, si vous voulez, du process de la fabrication, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, de la viande. Mais ce n'est pas le seul point qui est mis en avant, surtout pour nous en tant que chrétiens. Déjà, d'un point de vue santé, il faut savoir que tout ce qu'on mange, hein, tous les animaux confondus, alors là, ça comprend également le poisson, vous allez retrouver toutes les cochonneries qu'on y a mis. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans la viande les pesticides qu'on a mis pour la culture des céréales. Vous allez retrouver les antibiotiques qu'on a mis dans le corps des animaux pour éviter qu'ils chopent les maladies. Pour le poisson, c'est exactement la même chose et vous allez retrouver tous les détritus marins. Il paraît qu'on arrive même à retrouver des résidus de plastique et de pétrole dans le poisson que nous mangeons. C'est formidable. Je trouve ça exceptionnel. Et quand je me suis intéressé à ça, je me suis dit, bah, demain, je ne sais pas ce que je vais manger, moi, hein, parce que vous allez voir, c'est assez marrant. Après, marrant, non, mais en tout cas, voilà. Le troisième point que j'ai retrouvé, justement, concernant la production de la viande, c'est la terre, le soin qu'on porte à la terre. Je répète le verset de tout à l'heure, dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu dit à Adam de cultiver et de garder le jardin. Alors, par analogie, on peut considérer qu'il faut qu'on prenne soin, forcément, de la création, et que c'est un petit peu un devoir pour nous en tant que chrétiens. Et manger de la viande, figurez-vous, ça consomme 14 fois plus d'eau et 20 fois plus d'énergie que si vous mangez végétarien, c'est-à-dire des céréales, des légumes et des fruits. C'est impressionnant le décalage en consommation et en coût d'énergie et en coût de ressources que ça a. Alors, bon, ça ne veut pas dire non plus, je ne veux pas que vous deveniez tous végétariens, hein. Je vous le dis tout de suite, au prochain barbecue de la fête, il y aura quand même de la viande, hein. Attention, je le répète, ce n'est pas pour stigmatiser quoi que ce soit, c'est juste une prise de conscience. Parce que, si vous voulez, il y a des versets qui sont clairs dans la Bible sur le respect qu'on doit avoir de la terre. Ce respect-là, on ne l'a plus, mais plus du tout. Et je terminerai ce point concernant la viande, c'est que l'élevage intensif, c'est l'abattage de près, écoutez bien, parce que alors moi, ça par contre, ça m'a littéralement frappé, c'est l'abattage de près de 10 milliards d'animaux chaque année. 10 milliards, plus d'1 million par heure. 1 million d'animaux par heure sont abattus, tout confondu. Vous imaginez la ressource qu'il faut à la planète pour nourrir ça, hein. Tous ces animaux sont soumis à une extrême souffrance, vous n'avez qu'à regarder, vous tapez élevage intensif, vous regardez, vous allez voir des images formidables, ça va bien vous donner envie de manger ce que vous aimez. Les animaux sont soumis à une extrême souffrance, un entassement stressant, un environnement ingrat, qui frustre d'ailleurs leurs instincts, et vous le voyez, et les amputations sans anesthésie, alors les becs, les cornes, les queues, les castrations d'animaux, et les autres manipulations dont je vous fais grâce, qui sont aussi douloureuses. Si vous regardez ce que nous dit la Bible là-dessus, et en particulier concernant le traitement des animaux, la Bible est très très claire. Les écrits hébreux interdisaient l'abattage inhumain et la cruauté envers les bêtes de somme. Et j'ai recherché des versets et vous en trouvez un paquet. Je vais vous en citer 3. Exode chapitre 23, verset 5, vous apprend qu'il ne faut pas surcharger une bête de somme. Vous regarderez la situation des bêtes de somme dans les exploitations minières. Vous verrez comment sont traités les animaux. Dans Deutéronome, chapitre 22, les versets 6 à 7, on vous apprend qu'il faut respecter la vie animale. C'est absolument pas ce qui est fait. Toujours dans Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 25, verset 4, il ne faut pas d'entrave aux instincts d'animaux, et en particulier, là, l'exemple qui est pris, c'est le bœuf qui moud le grain. Il ne faut pas le museler, c'est-à-dire que si le bœuf il fait un travail et qu'il a faim, il faut qu'il puisse manger du grain. Sauf qu'au fur et à mesure, l'homme il s'est dit, attends, toi, je vais te mettre une muselière, tu mangeras quand je te le dirai, parce que je n'ai pas envie que tu prennes ma part. Et c'est de plus en plus comme ça. On ne respecte plus rien du tout, et ça, c'est la vérité. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'exemple de la viande, hein,
Et je souhaite vraiment, surtout être bien compris, mon but n'est pas de pointer du doigt la consommation de viande, ni de stigmatiser sur une habitude alimentaire, il n'y a pas de souci, mais bien d'éveiller en fait nos consciences sur nos habitudes de consommation. Alors, prenez 5 minutes, si vous le souhaitez, pour regarder ce que vous mangez le plus, et regardez ce qu'il y a dans vos placards, et posez-vous les bonnes questions. C'est tout ce que je vous dis. Je ne cherche absolument pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Le deuxième sujet que je voudrais traiter avant le diaporama, c'est en effet ce dont on parle très très souvent, ça concerne le dérèglement climatique. Vous en entendez parler tout le temps, et je voudrais simplement qu'on puisse faire le point sur la situation actuelle. D'abord, un petit peu d'explication. Le dérèglement climatique est dû à un gaz à effet de serre, le CO2. Ce gaz à effet de serre est présent naturellement dans l'atmosphère. Dieu a conçu un super système autour de la Terre, l'atmosphère, et le CO2 était naturellement produit, et ça permet de conserver la chaleur du Soleil au niveau du sol. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, ça voudrait dire que quand vous tombez dans la nuit, que la Terre n'est plus éclairée, les températures chuteraient, mais très bas. Donc en fait, pour réguler le phénomène, il y a ce fameux CO2 naturellement présent dans l'atmosphère. Sauf que nous, aujourd'hui, on est très très loin de la production naturelle. Je vais vous donner les chiffres pour l'année 2020. Nous avons produit, la combustion du charbon, 13,7 milliards de tonnes. Pétrole, 11,4 milliards de tonnes. Gaz naturel, 7,4 milliards de tonnes. Défrichage massif des forêts équatoriales, 6 milliards de tonnes. Fabrication du ciment, 1,5 milliard de tonnes. 40 milliards de tonnes de CO2 produits en 2020, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça ne représente rien dit comme ça. Seuls 15 à 40% de CO2 disparaît au bout de 1000 ans. Je vous laisse faire le calcul. On est en train de produire. C'est ce qui cause le réchauffement climatique. Avec toutes les conséquences que vous entendez, la fonte des glaces, la montée des eaux, etc., le dérèglement des courants marins, le dérèglement du temps, etc. Tout ça, c'est en marche, c'est enclenché, et on continue de produire. Je vous ai donné les chiffres de 2020, je n'ai pas trouvé ceux de 2021, et encore moins celui de 2022. Mais on continue, on n'a pas baissé la production de CO2. Donc sachez que rien n'est arrêté depuis ces chiffres. Et toujours à titre d'information pour bien comprendre nos enjeux énergétiques, surtout en France, la production d'électricité en France représente 4,6% des émissions de gaz à effet de serre. Cette précision, je vous la donne parce que c'est important pour la suite. Maintenant, que nous dit la Bible sur la gestion de nos ressources, sur notre gestion énergétique? Rien. Je n'ai rien trouvé. En fait, c'est assez logique, puisqu'en fait, à l'époque de la Bible, ils n'utilisaient pas une énergie particulière. Donc, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de tout ça. Donc, en fait, je n'ai pas trouvé de verset qui puisse nous guider sur la gestion énergétique. En revanche, vous trouvez beaucoup de versets qui vous apprennent à avoir un bon comportement vis-à-vis de la gestion de vos ressources en général, et en particulier sur le respect de la terre. J'ai retrouvé, parce que certains d'entre vous le connaissent forcément, un commandement divin ça se trouve dans le Lévitique chapitre 25, c'est les versets 2 à 4. Dieu donne un commandement, c'est de faire reposer la terre tous les 7 ans. Ça veut dire que celui qui a un champ le cultive pendant 6 ans, et la 7e année, il le laisse en friche, pousse ce qu'il veut. Et dans le verset, dans le passage, on vous parle bien d'un champ et de la vigne. C'était les ressources principales à l'époque. Aujourd'hui, allez voir un producteur dans le Bordelais, dites-lui que sa vigne, elle s'arrête une fois tous les 7 ans, vous allez voir qu'il va vous regarder, bah oui, la 7e année, j'ai pas de revenus, c'est normal. Donc, jamais ça fonctionne comme ça. Vous les voyez tous les ans déverser les engrais, les pesticides, les machins, les trucs, pour produire ce dont nous avons besoin pour manger. Et voilà, on est vraiment en décalage avec le plan
originelle de Dieu. Et si vous creusez un petit peu ce que je vous encourage à faire, vous verrez que ce n'était pas du tout comme ça que Dieu nous a demandé de vivre, dans la surconsommation, parce qu'il faut voir le gâchis aussi, on en parlera un petit peu, mais je ne peux pas tout aborder ce matin, il faut rester dans le cadre où moi, je veux vraiment vous transmettre cette vision que j'ai eue à la suite de ce congrès, c'est de me dire, Seigneur, apprends-moi à respecter et à garder ton jardin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je vous le dis clairement. Pendant des années, j'ai consommé, et pourtant, je n'avais pas l'impression de faire mal, si j'ai mal consommé. C'est clair, c'est net, c'est dit. Les beaux légumes qu'on consomme, vous consommez des tomates comme moi toute l'année. C'est bon, les tomates. On n'en mangez pas toute l'année, vous. Moi, j'en mange toute l'année. Et la belle tomate qu'on a en hiver, elle pousse dans les serres, gavée au CO2. Le week-end dernier, on a été un anniversaire de mariage avec Ingrid. Je rencontre un ami qui travaille chez Air Liquide à Grand Couronne et qui m'explique, il est à la production des bouteilles de CO2. Il m'explique que les plus gros consommateurs, ce sont les agriculteurs qui font pousser des légumes sous serre. Le plant de tomate en hiver, il est gavé au CO2. La tomate, pouf, elle est belle, elle est ronde, elle est rouge, elle donne envie d'être mangée. Elle n'a pas de goût, mais bon, après c'est autre chose, ça. Mais en tout cas, elle est là. Il faut savoir que quand vous consommez, par exemple, un légume hors saison, il a forcément, à un moment donné, une méthode de production qui est plus naturelle, parce que ce n'est pas sa saison, il ne va pas pousser là. Donc on va le forcer. Donc voilà ce que je voulais vous interpeller principalement quand je vous dis, et c'est ce jeune homme, quand il a commencé sa scénette, Adam, prends soin du jardin, que j'ai été interpellé. Et alors moi je vous pose en effet la question, que faisons-nous aujourd'hui du jardin qu'il nous a confié? Que faisons-nous de l'ensemble de sa création? Quelles sont les conséquences de notre consommation? Et je vais revenir rapidement au dérèglement climatique, et je vais vous donner quelques pistes qui nous ont été données, on y reviendra avec le diaporama, mais en effet, vous pouvez réfléchir premièrement à votre façon de vous déplacer. C'est un des plus grands vecteurs de pollution. Il y avait un exemple qui a été pris sur un trajet Paris-Marseille qui m'a interpellé. Paris-Marseille en avion, c'est 152 kg de CO2 par personne. Paris-Marseille en TGV, 1,1 kg. 150 fois moins. Voilà, c'est juste, je ne suis pas là en train de dire, tu prends l'avion, arrête, gros pollueur. Je ne suis pas en train de dire ça. Simplement, je suis en train de dire, c'est sûr, si vous partez à l'étranger, vous n'allez pas y aller en vélo. Hein. Mais on peut peut-être changer, imaginer d'autres choses. Des fois, bêtement, on peut prendre notre voiture pour faire 300 mètres. Non, on peut peut-être y aller à pied ou prendre un vélo. Là, par contre, c'est peut-être plus intelligent. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais je ne vais pas stigmatiser, et ce n'est pas le but de mon message. Mais c'est simplement dire, à un moment donné, respecter la planète. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours, les habitudes que je peux changer. Deuxième point, on nous bassine avec nos maisons, surtout avec les modes de chauffage, etc. Alors moi, je vais vous la faire courte. La première chose à faire sur une maison, c'est de bien l'isoler. Parce qu'en fait, des fois, les discours, ils nous emmènent sur des pistes, et puis on nous dit, ah ben non, le fioul, c'est pas bien, le gaz, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Puis après, vous grattez un petit peu, puis ce qu'on vous vend pour bien, c'est qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Hein, parce que là, c'est l'aveugle des pompes à chaleur. Vous avez qu'à regarder ce qui circule dans une pompe à chaleur. Vous allez voir le gaz qu'il y a dedans. Bref, donc je vous dis, la première chose à faire sur nos maisons, sur nos logements, en effet, c'est déjà de bien l'isoler. Moi, j'ai isolé ma maison, moitié moins. J'ai consommé moitié moins. Voilà, c'est tout. Mais faisons attention à ce qu'on nous dit et faisons attention à ce qu'on peut faire. Et en effet, troisième piste, faisons attention à notre alimentation. Consommons intelligent, mais vous verrez, l'association Le Sel le résume très bien à la fin. Alors on le voit, la première chose que nous pouvons faire, nous, en tant que chrétiens, vis-à-vis des engagements que nous avons vis-à-vis de Dieu et de sa création, c'est de modifier nos comportements de consommation. C'est à chacun de nous d'agir, de réfléchir, de s'informer et de ne pas se laisser emporter par la mouvance générale, parce que des fois, je vous le dis, on fait les choses sans réfléchir, parce que tout le monde le fait comme ça. Mais justement, réfléchissons. Je vais terminer avant de passer au diaporama. La première pollution mondiale, c'est la surproduction. Je ne sais pas si vous en avez conscience,
mais c'est quelque chose, moi, que j'ai vu d'année en année, qui augmente tous les ans. Et elle s'articule, la surproduction mondiale s'articule sur deux principaux aspects. Et pour vous en parler, je vais prendre deux exemples. D'abord, on produit bien plus que ce que nous avons besoin. Et là, je ne vais pas reprendre l'exemple de l'alimentaire, mais vous le savez, il faut voir tout ce qu'on jette en aliments. Il faut voir, il faut voir ce que ça coûte, ce que je vous répète. Mais ce n'est pas l'exemple que je vais prendre pour ça. Je vais vous prendre l'exemple des vêtements. Les vêtements, alors ça, quand je dis vêtements, c'est les habits, les chaussures, les accessoires, enfin bon, bref, de toutes sortes. On le voit bien dans les magasins, vous avez les collections qui s'enchaînent très vite aujourd'hui. Les gens, avant, quand il y avait un surplus dans une collection, ils stockaient puis ressortaient la saison d'après. C'est plus du tout le cas. Donc la collection, elle n'est pas vendue. Ça part souvent, il y a un deuxième biais de vente, c'est soit les soldes, soit le site internet du magasin. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple très concret, c'est mes gars qui nous l'ont raconté, parce que mes deux fils travaillent chez Adidas. Chez Adidas, ils font très fort. Adidas, vous avez, dans leur magasin, vous avez des portants avec, mettons, allez, je vais prendre un exemple, vous avez des suites. Donc vous avez 6 ou 7 tailles différentes, vous avez 2-3 suites par taille, et puis la journée se passe, et puis tac, 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 ça diminue, ça diminue. Ils ont la consigne, au bout de 5 articles, il en reste 5 sur le portant, il faut le retirer. C'est pas vendeur. Non, c'est trop vide. Le portant est trop vide. Comme on n'a plus de stock et qu'on ne peut pas faire un réassort, les 5 qui restent, ils ne restent pas pour la vente. Si ça se trouve, ils pourraient les vendre. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire riche. Donc les portants, il faut qu'ils soient fournis. Donc les étagères, il ne faut pas qu'elles se vident. Donc Paul, qui travaille dans le merch, c'est-à-dire dans l'agencement du magasin, il prend le portant, ça part au stock. Du stock, ça part sur le site internet. Et si ce n'est pas vendu sur le site internet, c'est les soldes. Et après les soldes, c'est la destruction. On ne cherche pas à donner les vêtements. Hein. Tous les fabricants de vêtements font la même chose. Hein. Une fois que ce n'est pas vendu, c'est détruit, chaussures compris. Hein. On ne cherche pas à le donner aux gens. La nourriture qui n'est pas vendue, on pourrait nourrir des gens. Ce n'est pas ce qu'on fait. Hein. Donc, il faut en avoir conscience. La première pollution mondiale, c'est le gâchis. Le deuxième aspect de la surproduction mondiale, c'est qu'on renouvelle les produits bien avant leur fin de vie. Et là, je vais vous apporter un témoignage personnel. Je travaille dans un gros groupe. L'activité principale de ce groupe est de vendre du matériel informatique et bureautique. Tous les vendeurs signent des contrats de 3 ans. Au bout de 3 ans, les ordinateurs, les écrans, les souris, les claviers, tout fonctionne. Tout part à la destruction, on remet des neufs. Des photocopieurs entiers. Hein. Des photocopieurs, parfait état de marche. Au bout de 3 ans, destruction. Tout fonctionne. Tout est mis au rebut. Mais tout fonctionne. La machine, elle a une capacité, elle peut fonctionner 10 ans. On commercialise une marque, je vais vous faire une pub, tant pis pour vous. Kyocera, dans les imprimantes, c'est des machines, c'est indestructible. Si un jour vous voulez acheter une bonne imprimante, vous achetez une Kyocera. Et je peux vous le dire, ça fonctionne 10 ans, 15 ans. Au bout de 3 ans, c'est parti, ça va au rebut. On vend du neuf. Alors ça, c'est de la faute aussi aux industriels, et pas qu'aux sociétés. Les Japonais sont les maîtres dans l'art, ils ont des grosses usines qui fabriquent 100 machines par heure, il faut vendre. Le but, ce n'est pas de reprendre, de remettre dans un circuit, ça part à la destruction. Alors aujourd'hui, c'est bien détruit, hein, par contre. Vous avez le plastique d'un côté, les métaux de l'autre, les cartes informatiques d'un côté, etc. Tout ça, ça part dans des circuits où c'est récupéré, parce qu'aujourd'hui, comme on manque de ressources, il y a des vraies filières qui se sont mises en place pour respecter et surtout pour regagner de l'argent. Mais je vous le dis, le deuxième aspect de la surproduction mondiale, c'est bien ça, c'est qu'on renouvelle les produits bien avant leur fin de vie. Et regardez, les voitures, ça devient comme ça. Les voitures, ça devient comme ça. On va acheter une voiture, vous la louerez 3 ans, 4 ans, puis vous la rendrez, puis vous en reprendrez une autre. Et puis ça sera des biens de consommation. Pour conclure cette première partie de mon message, clairement, nous nous sommes éloignés du plan originel de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier confinement de mars 2020, de mars à mai 2020, eh bien, l'humanité était surprise de voir renaître la nature, de voir à nouveau des dauphins dans les ports, de voir à nouveau des poissons dans les ports, d'entendre à nouveau les oiseaux, d'entendre le bruit de la nature. Ben oui, c'était ça, la normalité des choses, et c'était ça que Dieu avait prévu au départ. Il n'avait absolument pas prévu à ce qu'on se déplace tous, chacun dans une voiture, machin, etc. C'était absolument pas le plan.
Je ne culpabilise personne, je ne montre du doigt aucun comportement, je cherche simplement à vous faire part que Dieu aussi nous interpelle sur notre comportement vis-à-vis de sa création et vis-à-vis de notre prochain, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je l'ai dit, l'association Arocha, c'est une AFP. L'association Le Sel, vous la connaissez pour le parrainage des enfants, mais l'association Le Sel a mis en place dans les pays pauvres des pompes, des systèmes d'irrigation pour cultiver des céréales, cultiver des fruits, etc., pour essayer de rendre indépendants des villages entiers, de façon à ce qu'ils puissent déjà se nourrir et puis vendre leur production pour essayer de faire tourner la machine tout seul. On y va. Alors, environnement et pauvreté, quel est le rapport? On va le voir. On peut y aller. Alors ça, c'était parce que ça nous a été présenté un petit peu sous forme d'un jeu, donc il nous posait des questions et il nous faisait participer via nos portables. Mais je n'ai pas fait ça pour éviter, comment dirais-je, je n'ai pas fait la même méthode. Alors, vas-y. Le réchauffement climatique, on en a parlé, on va voir des choses un peu plus précises. Tu peux passer. Où en sommes-nous du réchauffement climatique? Est-ce que le seuil des 1,5 degrés est-il atteint? Je vous rappelle que ce seuil avait été donné aux accords de Paris, les derniers accords qui ont été faits sur le climat. Tu peux passer la slide d'après. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est à 1,2. On n'a pas atteint le seuil critique des 1,5, et je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, on ne voulait pas dépasser 1 degré. Parce qu'en fait, en dépassant 1 degré, vous allez voir les conséquences déjà que ça a. Et puis, surtout, 1,5, on pense qu'après, on aura atteint le point de non-retour complet. Alors, ce qui est déjà enclenché, on ne peut plus l'arrêter. Par contre, ce qu'on aimerait au niveau international, c'est essayer de limiter les dégâts. Mais ça va être compliqué. Alors, on peut passer à la slide suivante. Quelles conséquences, justement? Eh bien, les impacts se font déjà sentir. Donc, ça, c'est dû au réchauffement climatique. 3,3 milliards d'humains vivent déjà dans un contexte de forte vulnérabilité au changement climatique, soit environ la moitié de la population mondiale. Il faut savoir que nous, on vit le réchauffement climatique de la façon suivante. Ah là là, le climat se dérègle. Ah là là, les orages sont de plus en plus violents. Mais vous allez voir, eux, c'est pas ça qu'ils vivent. C'est qu'eux, ils n'ont plus de pluie du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le représentant de l'association Le Sel, c'est ce qu'il nous explique. Il nous explique, vous arrivez sur un verger ou sur un champ de céréales, tout est mort. La pompe, elle pompe de la boue. Alors vous faites un forage plus profond, c'est toujours de la boue. Encore plus profond, c'est toujours de la boue. Et là, vous vous rendez compte que la région où vous êtes, elle est condamnée. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu, il ne va pas pleuvoir. C'est terminé. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils sont là. Donc ils sont déjà en train de réfléchir à d'autres solutions. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus cultiver à cet endroit-là. On peut passer à ça. Alors ça, c'est le dérèglement climatique tel qu'on le connaît. Les inondations, on en a aussi chez nous. Mais les inondations chez eux, c'est des proportions encore plus dramatiques. On peut passer à la suivante. On entend de plus en plus, et ça vous êtes au courant, ce sont les incendies. Alors là, c'est aux États-Unis, c'est des incendies qui sont monstrueux. La sécheresse fait que si ça brûle, bah là, c'est des millions et des millions d'hectares qui partent en fumée. Et voilà, à ce à quoi on arrive à un pourcentage aujourd'hui, 40% des terres agricoles mondiales ne vont plus être cultivables. 40% des terres mondiales. Donc là, la personne, elle passe le tracteur, mais c'est sur un champ qui ne contient plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, et puis ils sont incapables de faire pousser, sans pluie, vous ne faites rien pousser du tout. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant le réchauffement climatique. On peut continuer. Alors là, c'est ce qui va vous faire mal. Je vous explique. Là, vous avez 50% des pays les plus pauvres. Donc ça représente la pollution, sur les émissions de CO2 dans la population mondiale. Vous voyez, les pourcentages sont vraiment très très bas. Et là-haut, c'est les 10% de pays les plus riches. Et vous voyez ce qu'on produit, nous. Et il y a un trait rouge qui est très enrichissant. C'est voilà la consommation d'un SMIC en France. Un SMICard en France, voilà ce qu'il consomme. Et voilà l'impact de la consommation du SMICard. Il faut en avoir conscience.
Je ne veux stigmatiser personne, je le répète, je ne suis pas là pour vous faire mal, mais je suis là pour vous faire prendre conscience, vous ne vous rendez pas compte de la façon dont on consomme. On va y venir tout à l'heure, mais vous avez d'autres chiffres, mais c'est invraisemblable. 10% de la population mondiale sont responsables de 90% de la pollution. C'est nous, hein. Nous, on est dans le haut, hein. Tous autant que nous sommes ici. Tous ceux qui vivent en France sont dans le haut. Je peux passer à la suivante. La chute de la biodiversité, c'est aussi un phénomène qui est dû à la pollution. Alors, dans quelle proportion les espèces sont-elles menacées? Donc, aujourd'hui, une espèce sur 8 est menacée d'extinction à brève échéance. Et déjà, la biomasse des mammifères sauvages a chuté de 80% depuis la préhistoire. On voit que ça va se complexifier. C'est-à-dire que la pollution est en train de tuer énormément d'espèces. Et là, il y avait une note qui était faite. On voit moins de 30% d'oiseaux en 30 ans en France. 30% des oiseaux. On peut passer à la suivante. Combien d'espèces ça représente par an? Donc aujourd'hui, on est à 200 extinctions pour 10 000 espèces tous les 100 ans. Ça fait 2 extinctions par an. Alors, c'est vrai que quand on voit ces chiffres, bon, alors, il y a 2 espèces qui meurent tous les ans. Bon, hein, sincèrement, moi, ça ne me gêne pas. Ben si, c'est qu'en fait, quand Dieu a créé la Terre, il a créé une multitude d'espèces, mais chacune vit en relais les unes des autres. Et pour nous, ça va bientôt représenter un danger. Vous avez des espèces qui ont disparu. Donc, par voie de conséquence, vous en avez qui vont disparaître parce qu'ils ont pu, le chaînon, la chaîne, elle est cassée, donc ils n'auront plus de quoi vivre. Et nous, êtres humains, il faut voir les conséquences que ça va avoir. Parce qu'en fait, il y a des espèces qui régulent une bonne partie de la nature qui nous environne. Donc, le fonctionnement global des écosystèmes est perturbé. La sécurité alimentaire est menacée parce que, en fait, vous avez dans la production de céréales, dans la production des fruits, etc., des espèces qui sont là pour manger les nuisibles, etc., qui vont, elles, commencent à disparaître. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des produits, à des machins, à des trucs, à des bidules artificiels pour remplacer ce qui naturellement fonctionnait très bien. Les risques sanitaires sont augmentés par voie de conséquence. L'air et l'eau sont de moins bonne qualité. Parce qu'en effet, il y a des filtres naturels qui ne sont plus et qui n'existent plus. L'épuisement des ressources, on en a parlé un peu tout à l'heure. Combien de planètes consommons-nous? Vous allez voir, c'est formidable. La France. La France, par an, consomme 2,8 planètes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé une fois dans un message de l'Overshoot Day. L'Overshoot Day, c'est le jour où on a déjà épuisé pour l'année les ressources de la planète. En France, cette année, c'est le 5 mai. Depuis le 5 mai, la France, elle vit artificiellement. D'accord? En France, on consomme par an 2,8 planètes. Toutes ressources confondues. On n'est pas les pires, hein, vous pouvez vous rassurer, si vous voulez, vous prenez les États-Unis, 5,1. Mais c'est pour vous dire, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, pourquoi? Parce que les gens, s'ils ne changent pas leur mode de consommation, on va toujours consommer à outrance. Et Dieu nous demande de respecter la planète, et vous allez voir les conséquences que ça a sur les autres pays. On a parlé de l'envolée des céréales sur notre consommation de viande, l'exemple que j'ai pris, hein. On pourrait parler d'autres consommations, bien évidemment, mais tout ça, c'est pour vous dire qu'on vit bien, bien au-dessus de nos moyens naturels. On peut passer à la suivante. L'épuisement des ressources soulève de nombreuses problématiques. Par exemple, le partage inégal des ressources naturelles. Vous comprenez bien que les pays développés consomment plus que ce qu'ils produisent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent les ressources naturelles du monde au détriment des pays pauvres. Ils n'auront, eux, plus rien. Les conflits autour de l'approvisionnement en métaux rares, tungstène, cobalt, coltan, etc. Alors ça, c'est des métaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages, c'est juste monstrueux, il faut voir comment ça se passe. Hein, c'est les limites de la guérilla. Et pourtant, les industriels qui nous nourrissent, je vais dire ça comme ça, eh bien, continuent de s'approvisionner, ferment les yeux sur les filières, etc. On a tous dans notre poche un smartphone. Le smartphone, vous avez dedans une batterie. Ce sont ces métaux-là. Donc quand on a tous acheté notre smartphone, on sait très bien qu'il y en a qui sont morts, hein, mais ça ne nous a pas dérangés.
Je le dis clairement, je le dis en premier pour moi, je ne dis pas, je le répète, je ne veux pas vous accuser. Mais simplement, Dieu m'a montré et m'a dit, Étienne, est-ce que tu aimes ton prochain? Mais nous, on consomme, on nous vend des produits, on ne nous dit pas comment c'est fabriqué, à quel prix, ni ce que ça a coûté réellement. On va les consommer, donc c'est tout. Mais il faut avoir conscience des conséquences sur les autres pays que ça a. L'acceptabilité, oui, de la sobriété. En effet, vous avez des tas de populations qui vont devoir se satisfaire de très peu parce que nous, on prend tout le reste. Nos pays prennent tout le reste. Tu peux continuer. Crise environnementale et pauvreté, combien de personnes en sont impactées? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est la personne du CEL, David Alonso, là, qui nous l'expliquait. 130 millions de personnes vont basculer dans la pauvreté à la suite des impacts du changement climatique dans les 10 prochaines années. C'est ce que je vous expliquais. Là, vous avez en photo une région où au jour d'aujourd'hui, ils arrivent encore à faire quelques trucs. Mais il me dit, cette photo-là, dans 10 ans, vous n'aurez plus rien. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une région qui va être condamnée parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il y a de moins en moins de pluie, par contre, au jour d'aujourd'hui. Et puis quand il y en a, c'est juste monstrueux, c'est des fois sous forme d'inondations, de tornades, donc c'est juste pénible. Et voilà. Alors 130 millions, ça fait peut-être pas beaucoup hein, par rapport aux 7 milliards et demi que nous sommes, mais 130 millions, c'est 2 fois la France. Quand même. Dans les 10 prochaines années. Donc on peut passer à la suivante. Dans quelle proportion? Alors, cette carte est très très intéressante et mon épouse et moi, on n'en revenait pas. En fait, vous avez la carte, ça représente les catastrophes naturelles. Vous avez la zone blanche, c'est les pires. La zone blanche, elle est condamnée à moyen terme. La zone blanche, il nous a expliqué, une des plus grandes catastrophes naturelles qui est en train de se développer dans cette zone-là, ce sont les tempêtes de sable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a eu une tempête de sable du Sahara, chez nous, à Maromme, à Rouen. Non, mais j'y crois pas. Comment que ça se fait qu'elle est remontée là? Et je ne sais pas si on se rend compte, et David Alonso nous expliquait, enfin, en temps normal, ils ont, je vous dis n'importe quoi, mettons 15 jours de tempête de sable par an. Cette zone-là, ils auront 7, 8, 9 mois de tempête de sable par an. Ils ne pourront plus jamais rien faire. Ils ne pourront pas sortir, ils ne pourront pas cultiver, ils ne pourront rien faire. C'est incroyable. Et puis après, vous avez, en effet, ça passe du blanc au rouge foncé, et puis ça s'éclaircit, plus ça va, moins il y a de catastrophes naturelles. Mais vous voyez où on est. Et ça va jusque dans le bas de l'Angleterre, dans le bas du Danemark, etc. Donc, en fait, on va vraiment, vraiment en prendre plein la poire. Après, quelque part, c'est justice. Hein. C'est nous qui l'avons fait. Donc, après, c'est triste à dire. Mais vous voyez qu'en fait, notre comportement, et les pays qui vont le plus morfler, ce sont des pays qui y sont pour rien. Hein. Ils n'ont rien demandé à personne, ces pays-là. Hein. Ils n'ont pas surconsommé, ils n'ont pas surpollué. Hein. Tous ces pays-là, ils y sont pour rien. Hein. Et ils vont payer comme nous. On peut continuer. Alors, quel type de population principalement? Eh bien, la pauvreté va davantage toucher les zones rurales, c'est ce qu'a expliqué David Alonso. Il expliquait que malheureusement, ce sont la population de tous les pays qu'on a vus, et la population la plus touchée, ce sont les agriculteurs, qui ne pourront plus faire leur travail. Et je vous expliquais tout à l'heure, sur une des premières diapos, le sel, à l'heure actuelle, sur 3 régions, enfin 3 villages principalement, ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et ils réfléchissent à comment déplacer les populations. Parce qu'ils savent que la région où ils sont, le village où il est condamné. Donc vous voyez où on en est arrivé. C'est-à-dire que même des organisations humanitaires qui ont une grosse expérience, qui savent faire, etc., savent dans certaines régions du monde, il n'y a plus rien à faire. Donc là maintenant, on va déplacer la population. On continue. Crise environnementale et pauvreté, que pouvons-nous faire? Adaptation plus sobriété. Voilà le maître mot de ce qui nous a été conseillé. Baisser les gaz à effet de serre, je laisse à chacun le soin de réfléchir pour soi-même. Protéger la faune et la flore, ça aussi, on peut faire. Développer la sobriété énergétique, je vous encourage à consommer intelligemment le mieux possible.
Là-bas, ce qui peut être fait là-bas dans tous les pays qui sont touchés, maintenir un développement suffisant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. C'est-à-dire qu'en effet, ils nous attendent, ils ont besoin de nos ressources, ils ont toujours besoin de pompes, ils ont toujours besoin de moyens financiers, ils ont toujours besoin. Permettre une forte adaptation, parce que là, il va falloir leur apprendre autre chose. Parce qu'avant, eux, ce qu'ils voulaient, c'était cultiver un champ et un verger. Ils vendent leur production et tout ça. Il va falloir qu'on leur apprenne à faire autre chose. Conserver l'aide internationale, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas qu'on baisse les bras de notre côté. Ils ont quand même besoin sérieusement de nous. Crise environnementale et pauvreté, comment nous engager? Prier. Moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel chez cet homme, c'est que sincèrement, on était tous abasourdis par le diaporama. Et en fait, on a été tous plus ou moins en train de culpabiliser, chacun à son échelle, dans la soirée. Et la première chose qu'il dit, rien n'est perdu. Dieu est tout puissant, il sait exactement ce qui se passe. Et ça nous a fait un bien fou. Mais derrière ces choses-là, ça me fait penser à tous les ans, on a un résumé de l'Église persécutée par tonton Jean-Claude. Ça nous apprend, en effet, c'est horrible ce qu'on entend, mais en qui on croit? En un Dieu tout-puissant. Dieu sait faire, Dieu contrôle toutes choses, Dieu sait faire pousser là où l'homme ne saura jamais le faire, Dieu sait faire pleuvoir alors que de toute façon il ne devait pas pleuvoir, etc., etc. Et c'est la première chose qu'il nous dit, ne baissons pas les bras et surtout continuons de croire et d'espérer que ces pays-là peuvent quand même bénéficier de la grâce et du soutien de notre Dieu. S'informer, c'est ce que je vous ai dit, faites-le, sincèrement. Vous faites quelque chose, vous avez un doute sur la façon que vous consommez, un doute sur ce que vous faites, etc. Informez-vous. Voilà, j'ai balancé des chiffres, etc. Mais allez chercher vous-même les chiffres et ce que vous avez besoin pour comprendre ce que vous faites de bien ou de pas bien, ce que vous pouvez corriger ou pas corriger. Agir, oui, parce qu'il va falloir le faire. Crise environnementale et pauvreté, et vous en pensez quoi? Alors là, ça va être exemple d'action ici, ouais d'accord, parce que j'ai coupé à un moment donné. Donc voilà ce qu'on peut faire. Consommer local. Ça évite d'acheter les tomates en Espagne gavées au CO2. J'ai arrêté, moi, les tomates. Préparer soi-même ses plats, parce que les plats industriels, je ne vous refais pas le discours, vous savez ce qu'il y a dedans. Choisir ses moyens de transport. Bon, j'y reviens pas. Acheter en gros, parce que ça permet en effet d'éviter le packaging, les mini-packaging, tout ça c'est de la consommation de matière, etc. Réparer plutôt que jeter. Bon, si c'est possible, parce qu'aujourd'hui, les industriels, quand vous arrivez avec votre bazar à réparer, on ne répare pas, monsieur, on change. Préférer la rencontre à l'écran, c'est parce qu'en effet, on est tous avec nos smartphones, on s'envoie tous des messages, etc. Et il explique et réexplique dans tous les sens qu'en effet, on n'a pas conscience, mais les utilisateurs de YouTube, d'Insta, de tous les réseaux sociaux, tout ça derrière, vous avez des immeubles entiers de serveurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans une salle blanche, c'est-à-dire les salles de serveurs. Vous verriez la température qu'il fait, comment ça tourne et les monstres de clim qu'il y a pour refroidir ces étages entiers. C'est des étages entiers. Mais il faut voir comment c'est. Bon, voilà. Parce qu'en fait, il faut voir des fois l'action qu'il y a derrière. Exemple d'action là-bas. Alors, développer des mix d'énergie durable, ça c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place parce qu'en effet, avant, ils se concentraient sur une forme d'énergie, par exemple l'électricité, la production d'électricité, mais là, ils essaient de leur apprendre autre chose. Former à une agriculture diversifiée, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Renforcer les accès à l'eau. Aujourd'hui, il faut des pompes plus puissantes parce qu'en fait, ils font des forages beaucoup plus profonds qu'avant. Soutenir la restauration des zones humides, parce qu'en effet, maintenant, il faut plus de moyens pour faire quasiment la même chose. Former aux enjeux du réchauffement, parce qu'il faut les former eux aussi, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, ils disent mais non, la pluie va arriver, mais ils n'ont pas compris que c'était foutu, que la saison, elle s'est franchement décalée. Compenser par la générosité, ça aussi, c'est à nous d'y penser. Voilà. Exemple d'action ici et là-bas. Un plaidoyer puissant unissant les voix du Nord et du Sud pour contraindre les plus polluants à changer de comportement. Juste pour info, en fait, tous les accords climatiques, enfin toutes les réunions climatiques du G8, du G7 et compagnie, à chaque fois, vous avez les deux plus grands pollueurs du monde que sont les États-Unis et la Chine. Ils n'ont jamais signé un désaccord. Jamais. Parce que ça ne les intéresse pas.
parce que ça coûterait trop cher de remettre leur industrie à niveau. Et comme c'est eux qui polluent le plus, bon. Alors c'est bien, hein, mais voilà. Un encouragement, et ça je voudrais terminer sur ce verset pour nous le laisser, parce que vraiment c'est un verset qui colle pile poil à ce qui vient d'être échangé. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vraiment, c'est le verset que je veux vous laisser parce que, en effet, on peut se sentir dépassé, mais je vous le répète, ce qui nous a tous fait énormément de bien, c'est l'encouragement de cet homme et de dire rien n'est perdu aux yeux de Dieu. Oui, nous nous sommes éloignés du plan originel de Dieu. Oui, nous avons fait des bêtises et des fois, clairement, sans nous en rendre compte, sans y penser, sans penser à mal. Mais c'est quand même le mal que nous avons fait. C'est comme ça. Donc, prenons conscience de ces choses-là. Essayons en effet de corriger ce qui est possible déjà chacun à notre niveau. En Église, on sera plus fort. Mais par contre, faisons-le, c'est vrai. Et j'attire votre attention, c'est un devoir pour nous en tant que chrétiens de respecter la création, mais aussi notre prochain, même s'il habite très très loin. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci.